Partie 6. Le conflit, source de vie. Les conseils que je relais sont des conseils qui m'ont parlé, qui m'ont aidé, mais on a tous quelque chose de différent à donner, quelque chose de fermement enraciné dans qui on est. Et il est tout à fait possible que ma vision ne soit pas en adéquation avec votre propos et votre personnalité. Un conseil que j'ai trouvé à bien des reprises dans les livres pour guider les écrivains, c'est la nécessité d'une tension permanente. En macro comme en micro, il doit y avoir un désir frustré, un problème en attente de résolution. C'est la thermodynamique nécessaire à créer le mouvement, que ce soit dans le roman comme dans la vie. D'une certaine manière, on vise tous à la paix et à la complétude, mais c'est une quête sans fin, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Souvent on blâme la société de consommation qui nous pousse, nous pauvres victimes innocentes, à vouloir toujours plus, à nous pousser à accumuler. Mais ce problème n'est qu'un des avatars possibles, on est tous addicts à quelque chose. Tout ce qui est autour de nous, aussi anodin ou pur que cela puisse être, peut être transformé en une drogue, nous rendant tout languissant entre deux doses. Ça nous fait planer un moment, on croit enfin toucher au but, mais cet Eldorado finit invariablement par nous échapper. Une petite gueule de bois et on recommence le cycle. Dans le couple, une personne peut se retrouver à vouloir plus d'engagement. Rien ne saurait la satisfaire tant qu'il n'y aura pas d'échange de bagues devant témoins. Mais ça ne rassasie pas sa faim. Il y a le reste du plan, la maison, les gosses, le chien. Le problème c'est qu'une fois obtenu, on se rend compte que ça comble pas du tout le vide intérieur. Une autre personne voudra un corps à consommer, mais au milieu de l'acte, elle sera déjà en train de penser à la suite, à la prochaine conquête. On est tous là, cherchant désespérément le bonheur à l'extérieur, et nos personnages n'y font pas exception. Des personnages en paix, satisfaits, c'est une anomalie, et malgré nos belles déclarations, très rapidement on va vite les trouver chiants. Heureusement, cet équilibre est rompu très tôt par un élément perturbateur. Et cherchant à retrouver un peu de quiétude, le personnage se met en marche. Avoir un but, c'est être en tension, c'est être dans la frustration de voir celui-ci non encore réalisé. Les relations entre les personnages sont orientées par leurs buts respectifs, alliés quand ils coïncident, adversaires quand ils s'opposent, indifférents quand les objectifs ne sont pas dans le même plan. Vous pouvez garder la résolution pour la fin et envisager le bonheur comme un épilogue. C'est une bonne manière d'éviter l'ennui accompagnant le contentement. Si par contre, votre personnage atteint son objectif à mi-chemin, il devient aussi utile qu'un homme après l'amour. Durant la période réfractaire, il n'y a pas grand-chose à en tirer. Alors, renvoyez-le chez lui, hors champ, le temps qu'il se refasse et qu'il retrouve enfin du désir. Autrement dit, de la frustration pleine d'espoir. Pour peu qu'il ait foiré le travail, son ou sa partenaire, durant la phase câline, sera rattrapé par la frustration et ne pourra pas s'empêcher de l'ouvrir et de poser des questions ou faire des remarques faussement anodines, pétries d'angoisse, de planification et d'envie qui, hélas, ne peuvent s'exorciser à l'horizontale. En attendant que l'amant retrouve de l'allant, braquez la caméra sur ce ou cette partenaire frustrée, ou n'importe quelle personne n'ayant pas eu son compte, et nous voilà en mouvement. Show must go on. Les séries télévisées ont bien appris à gérer cette dynamique au niveau structurel, avec la multitude d'arcs parcourant chaque saison. Il y a l'arc majeur, c'est le problème qui va sous-tendre la totalité des épisodes de la saison. Le fil directeur qui se résoudra tout lentement. Et à l'intérieur, il y aura l'arc d'épisodes, les arcs entre deux pauses publicitaires pour les séries d'avant le streaming généralisé. Un personnage qui n'a pas d'arc est réduit à jouer les cœurs ou les bouche-trous. Il n'a pas d'épaisseur. Déshumanisé, il n'est plus qu'un outil corvéable à merci. Un marchepied sur lequel les autres personnages pourront s'appuyer. Bon ou méchant, pour exister, marquer le lecteur, les protagonistes ont besoin de leurs petits problèmes personnels irrésolus. Ça ne fait pas que les rendre plus intéressants, ça développe de l'empathie pour eux de la part du lecteur. Et ça rendra les scènes où ils sont présents bien plus fortes et marquantes. La frustration d'un personnage parle beaucoup de qui il est. Ça parle de ses valeurs, de ce qui est important pour lui. Et si dans le cadre d'une histoire on lui fait vivre plusieurs déséquilibres,
Je pense qu'il est logique de faire comme dans la vie, c'est-à-dire de les faire tourner autour du même axe. Si on fait le point sur toutes ces choses qui nous préoccupent à l'échelle d'une semaine, d'une année, d'une vie, on peut se rendre compte que même si tous nos soucis ne sont pas apparentés, il y a des problématiques qui reviennent de manière cyclique. Mais dans un livre, présenter 2 fois la même situation n'est pas intéressant pour le lecteur. Il faut faire varier le cadre, la résolution et les répercussions. Et cette suite dans ces points constants et ces points différents peut venir indiquer l'évolution du personnage et de sa situation. Un protagoniste qui refuse de comprendre, qui s'obstine à éviter ses problèmes, va les voir s'accumuler jusqu'à le briser en 2. On peut s'en servir pour les cercles vertueux, mais généralement j'imagine qu'on penchera plus vers les vicieux. On peut aussi masquer les ressemblances entre les problèmes jusqu'au moment où, oh, révélation, les petites étoiles forment une constellation, on ne peut plus évidente. Il y a beaucoup de possibilités quand on pense en termes de série et non d'une histoire unique. Gavez-vous d'épisodes, mais attention à l'autoplay, sinon ce visionnage intensif va venir vous abrutir. Il faut faire le point, discuter de l'épisode qui vient de s'écouler avec votre très cher, ou vos amis réels et virtuels, lire les blogueurs. Si l'épisode a réussi à provoquer quelque chose chez vous, c'est une formidable occasion pour débusquer une technique intéressante, comme d'en apprendre sur vous et votre fonctionnement. Exposé devant tant d'histoires, on en développe naturellement une connaissance intuitive de la grammaire narrative. Une connaissance inconsciente qui peut se manifester spontanément dans nos écrits et nos rêves. Et le manque de conscience fait que des fois, on n'aura pas la moindre idée de comment extirper nos personnages d'une impasse. L'intuition est une force formidable, mais un modicum de technique sera un complément très utile. J'aime bien me laisser aller à rêver à ce que je ferais si je gagnais à l'euro-million. Ce sont des moments agréables, mais si je les poussais suffisamment longtemps, que je me répète « et après, et après, et après », après je me rends vite compte que les ennuis finiront par me suivre. Dans mon paradis, je suis la même personne avec les mêmes démons, et où que j'aille, je ne peux m'empêcher de me retrouver avec moi-même. L'argent va affecter le décor, mais il ne guérit pas les problématiques inhérentes à ma personnalité. Par moments, je rêve d'argent, mais l'argent n'est qu'un symbole, il cache autre chose, un désir plus profond. On rêve de la solution absolue, la solution qui règle tous les problèmes d'un claquement de doigts. C'est un désir enfantin de toute puissance. Mais dernièrement, je me faisais la réflexion que c'est limite un désir suicidaire. Si tous mes problèmes sont réglés, alors c'est que je suis mort. Bien sûr, ces 2 désirs, gagner à l'euro-million et mourir, ne sont pas équivalents, on est bien d'accord. Mais c'est la même pulsion radicale, l'envie de mettre un terme à notre vie telle qu'elle l'est, un changement tellement profond qu'au fond on en devient une autre personne. À plusieurs reprises, j'ai lu que le cerveau est incapable de conceptualiser notre propre mort, et qu'en fait, quand une personne désire mourir, ce n'est qu'une manière outrancière d'exprimer l'envie d'un changement radical de vie. Durant ces 8 dernières années, Walter et Françoise, 2 amis à moi, se sont suicidés. Et même depuis la primaire, j'ai souvent joué avec l'idée. C'est une problématique qui m'interpelle beaucoup. Ce que je vais dire opère sur le principe qu'on n'est pas en face d'un problème chimique dans le cerveau, mais plus d'un acte relativement raisonné devant l'absurdité et les limites de sa propre existence. L'hypersolution, ou encore la solution définitive, avoir enfin la paix et sortir de la course, va bloquer dans un niveau, incapable d'en trouver la solution, ils arrêtent la partie. Devant l'effondrement d'un statut progressif ou brutal, au lieu de laisser mourir l'ancien mode de vie, l'argent, partenaire, possession, etc., et de commencer un épisode quelques étages plus bas dans la hiérarchie, la fierté prend le dessus et beaucoup choisissent de sortir, dignement. Et quand je dis dignement, c'est avec d'énormes guillemets. Encore une fois, ce que je dis ici, ce sont des pistes de travail. Ce qui est bien devant une question polarisante comme celle-ci, c'est que dans le roman, on peut se permettre d'explorer en profondeur un cas particulier. Et si c'est bien fait, ce qui en sort est dépourvu du parfum assez désagréable de leçons et de morale. J'ai creusé ça de manière régulière dans mes romans, et parallèlement, il y a une histoire de la Bible qui m'obsède et que je mentionne assez régulièrement dans mes histoires, que je ne peux m'empêcher de connecter avec le suicide, ou plus précisément comme une alternative au suicide. C'est l'histoire de Job. Une histoire qui pourrait se résumer ainsi. Job est un homme particulièrement pieux.
Dieu est très content de voir quelqu'un avec une foi aussi forte. Satan dit à ce dernier, « Tu sais, s'il t'adore avec une foi sans faille, c'est que la vie est belle pour lui. » Et en effet, Job est un homme accompli, avec une grande famille et beaucoup de richesses. Satan fait un pari avec Dieu pour lui prouver que si les choses venaient à se gâter, Job verrait sa foi partir en morceaux. Dieu lui dit « Ok, tant que tu ne le tues pas, éclate-toi ». Et Job en prend plein son grade. Il perd ses biens matériels, ses enfants meurent tous sans exception, il chope une vilaine maladie de peau, tout ce qui lui reste c'est quelques amis et sa femme. Et c'est là qu'il réalise que ses amis sont en fait de gros cons et que sa femme le quitte en lui disant « Maudit Dieu et meurt ». Il n'a plus rien, si, quelques tessons de poterie pour gratter ses plaies purulentes. Mais le mec ne perd pas la foi. Il ne comprend pas pourquoi tout ça lui arrive, mais il se dit qu'il y a une raison et il ne lâche rien. Satan part la queue entre les jambes et Dieu restaure la bonne fortune de son fidèle adorateur. Une nouvelle femme avec des seins encore plus gros, une chier de gosse et du bétail en veux-tu en voilà. Bon, je déconne pour la taille des seins, mais vous avez compris le principe. Pris au premier degré, on peut se demander si on a envie d'adorer un tel Dieu. Mais Annie de Sousnel, une chrétienne orthodoxe férie de Kabbale, en propose une lecture ésotérique très intéressante. Satan, déjà, faut savoir que ça veut dire opposant. Ce n'est pas un vilain au pied fourchu, c'est la force de frustration qui se met en travers de la vie de tout homme. Cette force qui l'oblige à se redresser et à grandir. Pour les kabbalistes, chaque lettre de l'alphabet hébreu a une valeur numérique et chaque nombre a une symbolique. Et pour résumer son analyse numérique du nombre de bêtes, de fils et de filles, avant et après l'épreuve, ainsi que d'autres détails, il se trouve que Job n'est plus la même personne avant qu'après. Avant, il était un robot adorant Dieu aveuglément, mais après, il a grandi, il est passé à un autre niveau de conscience, et sa foi s'en est retrouvée renforcée. C'est une interprétation que je trouve bien plus plaisante. Est-ce que c'est la bonne ? Qui peut le dire ? Les rabbins et les théologiens chrétiens qui ont passé leur vie à disséquer les versets de la Torah et de la Bible n'arrivent pas à s'entendre sur la question. Ce que chacun trouve dans chaque histoire, la manière dont il l'interprète, la manière dont ça clique en lui, parle plus de lui-même que de l'histoire. Et vu les théories dont je vous ai fait part courant de cet épisode, vous comprenez pourquoi j'adhère à la version d'Annick de Sousnel. Mais quel est le rapport avec le suicide ? Job avait le choix, s'accrocher contre vent et marée, conserver la foi alors que tout semblait s'effondrer, ou mourir et maudire Dieu. L'espoir, la foi, lui a permis de survivre à la destruction de ce qu'il était, de cette identité qui était quantifiée de manière symbolique par toutes ses possessions, puis de se relever un homme neuf. Ça peut sembler dégradant de faire une équivalence entre possession et personnalité. Mais est-ce vraiment le cas ? Qu'est-ce qu'il y a de si grand dans notre petit moi, cet ego, le mythe de qui on est ? Notre corps, sa beauté, sa force ne sont que transitoires. Nos croyances peuvent être amendées. Nos émotions changent à chaque instant. Les habitudes, ça s'apprend, ça se change, ça se perd. Dans le mythe de Job, le mythe de Job peut être traduit par: pour passer certaines crises de vie, ces crises de croissance, il y a la nécessité d'être patient, d'être prêt à changer, laisser mourir l'homme que nous étions, et de garder confiance en Dieu, ou l'univers, ou je ne sais quoi. Ça dépend de vos croyances. L'épreuve prendra fin, et la métamorphose nous attendra au bout. En thérapie, les gens disent vouloir changer, mais dans les faits, ils sont accrochés fermement à ce qu'ils connaissent, à cette carapace. Pour ce qui est du suicide, combien d'histoires inspirantes avons-nous pu voir ou lire, où des gens handicapés, des gens pauvres étaient souvent bien plus capables que nous de profiter de leur vie. La réduction de qui on est, la perte de nos acquis, n'est pas incompatible avec un bonheur potentiel. Généralement, ce qui pose le plus problème, c'est nos gémissements, nos regrets, notre sentiment d'injustice, et pas ce que la vie nous a fait subir. Nous sommes l'obstacle numéro 1 pour notre bonheur. Et quand je dis nous, c'est le petit moi. D'une certaine manière, on pourrait se dire que se suicider, c'est mourir pour ne pas mourir.
C'est le petit moi qui, pour pouvoir protéger sa fierté, est prêt à assassiner le corps et toute possibilité de se refaire, de se débarrasser du petit ego et en trouver un autre plus adapté à la situation en cours. C'est l'évasion ultime pour sauver la face. C'est se dire que la plume qui crée notre histoire n'est pas digne de confiance, qu'à la fin, c'est de la violence gratuite, dépourvue du moindre sens. Dans ma vision de mon travail d'écrivain, écrire, c'est créer un monde et l'administrer. C'est créer des personnages et c'est avoir, en théorie, tout pouvoir sur eux. Mais qui dit grand pouvoir dit grande responsabilité. À vous de voir quel genre de dieu vous voulez être. Sadique, mesquin, n'hésitant pas à torturer vos personnages pour prouver un argument, ou vous pouvez offrir à ceux-ci, à vos personnages au bord du désespoir, une belle rencontre. Une épaule sur laquelle pleurer. De quoi se refaire avant de repartir. Être un dieu bienveillant, ce n'est pas tenir Satan à distance. Ce n'est pas l'empêcher de faire tomber la pierre qui cassera la carapace du homard, qui le sera nu et vulnérable pour lui donner la chance de pouvoir grandir. Bon, j'avoue que cette histoire-là, ça ressemble vraiment à une vision d'un mégalomane pété à la coke. Si on baisse d'un cran dans nos délires de grandeur, un rien blasphématoire, on peut voir l'écrivain comme un parent. N'ayant pas de progéniture, j'ai une vision assez romantique du travail de ses parents. Dans ma vision, on éduque et on donne un projet aux enfants. On les guide et on leur offre des rencontres, mais surtout, on les laisse se croûter. On les laisse tomber malades, on les laisse affronter l'adversité. On le fait en gardant de loin pour être sûr qu'ils ne soient pas trop en danger et sans ressources, histoire de leur donner la possibilité de grandir, de faire leurs expériences, d'en tirer leurs propres leçons, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Après, bien sûr, il y a toujours un petit travail de retape, on est là pour eux, on a un soutien logistique et affectif. Eh bien, nous voilà arrivés à la fin du chemin. J'ai dit ce que j'avais à dire sur mon processus personnel, et ça vaut ce que ça vaut, c'est une vision parmi d'autres. Et en tant que créatif, c'est votre rôle de développer votre vision et de la rendre consciente. Une fois énoncée, vous êtes libre de perpétuer le mouvement ou d'en profiter pour aller voir ailleurs, histoire de vous renouveler et d'intégrer dans votre approche les leçons tirées de vos expériences. Merci de m'avoir suivi dans cette aventure. Merci pour vos commentaires sur les différents réseaux. Ça m'a permis de commencer un travail sur la forme qui bénéficie à tous les auditeurs et à moi-même. J'espère que vous avez trouvé de quoi nourrir votre envie de créer. Moi, de mon côté, en braquant le projecteur sur mon process, j'ai pu commencer un travail de mise à jour. Pour la suite du podcast, ça sera essentiellement des interviews de créatifs pour qu'ils partagent avec nous leur vision et leur méthode. J'espère que ça sera l'occasion de vous retrouver. Et pour éviter de se louper, vous pouvez appuyer sur le bouton sous la vidéo et ainsi vous abonner à ma chaîne. Sur ce, je vous dis à bientôt.